Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Bianchi. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Pascal, vous êtes un créateur infatigable, un serial innovateur dont le parcours est jalonné d'aventures entrepreneuriales et de ruptures technologiques. Dès l'adolescence, vous vous passionnez pour l'informatique et le développement en créant vos premiers jeux vidéo sur Commodore 64. À 18 ans, vous fondez votre première société de développement, puis vous enchaînez les succès. Directeur marketing, franchisé, pionnier du jeu vidéo marketing 3D en France. Vous vendez votre entreprise à de grands groupes et vous poursuivez votre route dans l'innovation. Aujourd'hui, directeur de l'innovation au sein du Click Group, vous continuez d'explorer les frontières de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle tout en partageant votre passion à travers une chaîne dédiée à l'apprentissage des agents IA open source. Pascal Bianchi, vous incarnez l'esprit du créateur qui ne cesse jamais d'apprendre et de transmettre et d'inventer. Pascal, ma première question aujourd'hui, comment on passe de créateur, inventeur à directeur de l'innovation dans un grand groupe ? Directeur de l'innovation dans un groupe comme CLI, il y a à peu près, on a un peu plus de 1000 personnes en fait à collaborer dans cette entreprise. C'est un éditeur de logiciels assez reconnu sur le marché national. On va dire qu'il y a eu un contexte un peu particulier, des effets de crise majeurs. Et à l'époque, j'avais créé une techno qui permettait de faire du sondage virtuel dans des environnements 3D en ligne. C'est-à-dire qu'il y avait des consommateurs en fait qui faisaient des missions d'achat dans des magasins virtuels. Et on analysait le comportement à l'achat de ces consommateurs. On avait commercialisé cette offre près d'Ipsos, qui l'exploitait au niveau mondial. Ils avaient une exclusivité mondiale. Et normalement, au bout de 2 ans, ils devaient me racheter ma techno. Donc ça s'est pas fait pour des circonstances un peu particulières. C'est que au sommet de ce groupe, au-dessus d'Ipsos, en fait, il y a un groupe qui avait acheté aussi une technologie concurrente. Et du coup, le deal s'est pas fait. Donc, je me suis retourné vers des partenaires industriels, tout simplement, ou financiers. Donc, j'avais les 2 options possibles. Soit du financement par des capitaux risques, du capital risque, ou soit intégrer un groupe qui avait de l'expérience métier dans différents domaines. Et c'était le cas de Click Group, qui, lui, avait une expertise dans tout ce qui est merchandising, et ce qui pouvait, on va dire, plugger avec ma technologie. Donc voilà, tout simplement, comment je suis devenu directeur de l'innovation au sein de ce groupe. Et vous avez une liberté totale, un champ d'action assez large. Vous n'êtes pas un électron libre, mais on vous laisse carte blanche un peu ? Alors oui, totalement. Je dirais que le PDG du groupe, qui est mon supérieur direct, vraiment me laisse complètement innover au sein de l'entreprise. J'ai pas de mission particulière. Je pense qu'il y a une certaine confiance entre lui et moi, et il connaît peut-être ma valeur. On va dire que oui, là je fais beaucoup de recherches dans tout ce qui est IA actuellement, et j'interviens ponctuellement dans certains dossiers, mais je suis plus aussi opérationnel qu'avant. C'est-à-dire qu'avant j'étais vraiment dans la rédaction des cahiers des charges fonctionnelles de chaque application. Et là, en fait, c'est un directeur de la recherche qui s'occupe de ça. Et moi, je suis plutôt en retrait, en amont, pour apporter de l'innovation. Le pas de côté, l'innovation, c'est la matière grise. C'est pour ça aussi qu'on vous reçoit aujourd'hui, parce qu'on avait échangé au préalable, et notamment sur l'innovation, c'est toute votre vie, vous avez innové. C'est quoi l'innovation dont vous êtes le plus fier aujourd'hui ? Alors, j'ai aucune fierté par rapport à ce que j'ai créé. On va dire que je suis très curieux. J'aime bien un peu me surpasser, en fait, dans tous les domaines. Être leader dans tout ce que je crée. Donc l'innovation, c'est plutôt trouver en fait des applications ou avoir des idées en fait qui sont pas pour l'instant exploitées ou peu exploitées et qui demandent un certain effort particulier, beaucoup d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de facilité en disant, par exemple, dans les IA, vous faites du no-code, vous allez devenir riche. C'est pas vrai. Je veux dire que c'était peut-être vrai pour les quelques premières personnes qui ont pratiqué, on va dire, ce type d'application innovante. Mais aujourd'hui, non, il faut avoir des idées construites, complètes, très élaborées. Et pour ça, il faut avoir des compétences assez importantes. Donc, il y a beaucoup de freins à l'entrée pour créer des applications, on va dire, lourdes, très élaborées. Par humilité, vous n'avez pas répondu à ma question, mais je ne me vexe pas, évidemment. Est-ce qu'il y a une innovation particulière intéressante sur laquelle vous avez contribué ? On va parler de la dernière innovation que j'ai créée. C'est à partir d'une page blanche, en fait, je me suis dit, comme j'ai été dirigeant d'une franchise, je voyais bien qu'il y avait des problématiques à diffuser ce qu'on appelle des book merchandising, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle opération commerciale ou marketing dans les magasins, dans un réseau de magasins, vous produisez un book qui est généralement fait en PowerPoint, donc ça prend beaucoup de temps à l'élaborer, avec des risques d'erreur importants d'intégration. Et la lecture dans les magasins se fait difficilement également, parce que ça fait
des cinquantaines de pages, par exemple, ou une centaine de pages, pour mettre en place, par exemple, dans un magasin de vêtements, les différents vêtements qu'on va mettre dans les rayons, les différents prix, les différentes affiches, et ainsi de suite. Et comme chaque magasin est différent, et qu'on envoie des books génériques, ben, ils ont du mal à appliquer en fait les recommandations. Donc c'est encore vrai aujourd'hui dans beaucoup de sociétés. Et donc cette idée, ça a été de concevoir une application qui fait appel à la réalité virtuelle, qui permet en fait de déployer des opérations marketing commerciales via la réalité virtuelle, mais les books sont adaptés à chaque magasin, c'est-à-dire en fonction de la configuration du magasin, du mobilier qu'il a, des vitrines qu'il a, ça va lui produire en 3D en fait chaque élément où il doit intervenir, qu'est-ce qu'il doit ajouter, modifier, supprimer, mais avec une vision 3D. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'erreurs en fait d'intégration, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place, à mettre en œuvre. Ça nécessite moins de contrôle derrière de la franchise pour vérifier que on va dire les plans marketing, merchandising sont respectés. Et donc j'ai créé cette application. On a mis à peu près 2 ans pour la concevoir. Et le groupe Free a été notre premier client à exploiter cette solution au niveau national. Comme vous êtes un expert et que vous avez quelques cheveux blancs, j'aimerais bien avoir votre vision concernant l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va transformer le quotidien professionnel dans les années à venir? Et c'est quoi votre vision des choses? Oui, alors c'est assez inévitable. Je dirais que ça augmente l'humain. C'est pas quelque chose qui va, pour moi, détruire de l'emploi. Bien au contraire, je pense que il y a certaines tâches en fait qui sont assez fastidieuses dans une entreprise, notamment sur l'aspect administratif, purement administratif par exemple. Tout ce qui est, ça demande beaucoup de perte de temps pour traiter des papiers, des machins, pour les enregistrer, pour les intégrer dans des process informatiques. Donc tout ceci, c'est des tâches qui peuvent être automatisées, libérer l'humain en fait pour faire des choses qui sont à forte valeur ajoutée, tout simplement. On l'a vu précédemment dans l'industrie. On avait tous peur de la robotique. Je dirais que la robotique, effectivement, a permis finalement à l'humain d'avoir en fait des métiers avec plus de valeur ajoutée que de serrer des boutons toute la journée. Donc finalement, l'IA, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est une évolution, effectivement, qui apporte un soutien à l'humain pour traiter des tâches qui sont pas forcément intéressantes. Et ça lui permet finalement de s'enrichir lui-même intellectuellement, parce que l'IA finalement apporte des recommandations, apporte un savoir-faire qu'on n'a pas forcément. On est dans une vraie rupture technologique assez hallucinante, vous en tant qu'expert de la chose, de la matière? Je ne sais pas si je peux me définir comme expert. Il y a toujours un expert au-dessus de soi. Je dirais que oui, c'est une vraie rupture en ce qui me concerne, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément adopté au bon niveau, je dirais, dans les entreprises, surtout dans les grands groupes. J'ai l'impression que pour l'instant, que les entreprises comprennent pas trop finalement comment intégrer ce type de technologie. Je pense qu'elles se font avoir aujourd'hui sur certaines choses. On leur promet beaucoup de choses qui sont irréalistes pour moi. Intégrer de l'IA aujourd'hui, c'est avoir une connaissance profonde sur le plan technique. Et ça, c'est ce qui manque dans les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ont des dirigeants comme vous et moi, on va dire. Mais ces dirigeants-là comprennent pas l'IA, en fait. Elles connaissent ChatGPT, des choses assez basiques, mais elles comprennent pas l'IA. Donc elles vont exploiter l'IA pour faire de la traduction, pour faire des automatisations un peu standards, on va dire, des choses comme ça. Alors que l'IA peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais il faut une expertise dans chaque entreprise, quelqu'un de très, très puissant au niveau expertise pour pouvoir intégrer ce type d'application, à mon avis. Et on les forme aujourd'hui, ces gens-là ? Ce que je vois en termes de formation aujourd'hui, c'est assez limité. On fait des formations sur le no-code, en général, avec beaucoup de promesses, comme je le disais tout à l'heure. Ça banalise un peu, je dirais, l'IA, dans la mesure où l'IA est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est surtout dans le secteur, on va dire, scientifique, que l'IA est bien intégrée. Tout ce qui est le domaine de la recherche, par exemple. Là, oui, parce que, justement, il y a des experts qui intègrent ce type de technologie, et il y a un but qui est bien identifié, alors que les autres entreprises, en général, l'intègrent d'une manière trop basique, à mon sens. D'accord. Vous voulez dire que les gens qui utilisent l'IA, qui ne sont pas un cerveau aguerri, en tous les cas, sur la compréhension technologique ou technique, ça peut être dangereux. C'est ça le risque, en fait, c'est de mettre ça entre des mains qui ne sont pas forcément... Alors, il peut y avoir un risque sécuritaire, mais je pense que les sociétés qui intègrent, on va dire, les IA, font quand même attention à ce risque sécuritaire. Mais je dirais que non, aujourd'hui, je pense que l'IA est sous-exploitée dans les entreprises, tout simplement.
L'utilité de l'IA, pour moi, oui, les automations, on entend beaucoup parler d'automation, c'est-à-dire que des processus qui permettent d'alléger certaines tâches routinières, c'est intéressant, mais je dirais que tout le monde peut se l'approprier, c'est un peu assez basique. L'IA, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, en fait, dans l'intégration des entreprises, mais malheureusement, comme les dirigeants eux-mêmes ne comprennent pas le fonctionnement des IA, elles sont un peu à voir dans la mesure où on leur promet des choses, ils intègrent de l'IA, mais finalement qui servent au final pas à grand-chose, mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque parce que s'il n'y a pas de fuite de données ou de choses comme ça, bon, bah, on utilise l'IA pour des fonctions basiques, on va dire. Il nous faut des pédagogues. Dernière question, Pascal, sur l'innovation. Le processus d'innovation, un peu comme le processus créatif, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui veut innover aujourd'hui, en 2025, et qui utilise l'intelligence artificielle? Vous, votre réflexe de chercheur? L'innovation, pour moi, c'est la créativité. Donc, je dirais que c'est pas quelque chose qui s'apprend. Je dirais que soit on est curieux et créatif, et du coup, on a des idées qu'on peut mettre en application. Et là, on peut utiliser, par exemple, ChatGPT, effectivement, pour faire les études de marché, pour voir les études de faisabilité, des choses comme ça. Bon, là, c'est vraiment excellent pour ça, ChatGPT. Mais je dirais que si à la base, on n'est pas curieux et on se pose pas tout plein de questions, on ne peut pas innover. D'accord. Donc l'innovation, c'est refuser de s'arrêter de créer, même lorsque tout semble déjà inventé. Oui, alors ça fait partie de mon tempérament. Je suis toujours à la recherche d'idées, donc toujours des fois des choses complètement farfelues. Dès que j'ai une idée, j'essaye de la mettre en application par moi-même. Ça, c'est intéressant justement l'IA pour ça, c'est que avant tout seul, je pouvais pas créer des prototypes par exemple, techniques. Maintenant avec les IA, on peut le faire. Alors qu'avant, il fallait que j'ai au moins 3-4 collaborateurs ingénieurs, par exemple, pour mettre en place une idée et pour la tester. Aujourd'hui, non, tout seul, je peux le faire. Donc c'est ça l'intérêt de l'IA. Dès qu'on a une idée, on peut utiliser l'IA pour la tester, pour la mettre en application, pour challenger un peu aussi l'idée, quoi. Merci Pascal pour ce témoignage. Vous êtes de ceux qui pensent que l'IA est une chance plus qu'un risque pour demain, pour nos entreprises et pour notre quotidien professionnel et personnel. Tout à fait. Merci beaucoup Pascal, belle journée à vous et belle journée à vous tous sur Radio Clapas. Merci, au revoir.